Le silence plane lourdement sur la petite ville de Colmar, en Alsace. Depuis le mois de mars 1980, une ombre reste accrochée aux rues étroites et aux maisons à colombages. La disparition inexpliquée de 4 religieuses, survenue pendant une retraite spirituelle organisée à la vieille abbaye de Murbach. L'affaire avait bouleversé toute la région, transformant des voisins en enquêteurs du dimanche et des enfants en rêveurs anxieux. Pour une partie des habitants, le temps avait transformé cette histoire terrible en légende locale, racontée à la veillée ou murmurée dans les files d'attente à la boulangerie. Pour d'autres, en revanche, la douleur restait vive, une blessure indélébile que ni le temps ni les explications avortées n'avaient pu vraiment apaiser. On évitait d'en parler lors des fêtes de village, mais parfois, un silence gênant tombait lorsque quelqu'un glissait un mot à propos du refuge ou des sœurs disparues. Parmi ces personnes marquées à jamais par le drame, il y avait Paul, curé de la paroisse Sainte-Marie et frère cadet de l'une des disparues, sœur Jeanne. Depuis presque 3 décennies, Paul traînait avec lui un fardeau dissimulé derrière une foi inébranlable aux yeux du monde. Pour sa communauté, il incarnait cet équilibre fragile entre la consolation et le mystère, toujours prêt à sécher des larmes, à partager un café en rappelant l'espoir. Mais la vérité, c'était qu'il se battait chaque jour contre une marée de doutes qui grondait en lui, plus tenace que ses prières les plus ferventes. Il n'en parlait à personne, cachait ses tourments derrière sa générosité et son sourire fatigué. Ce matin-là, 28 ans tout juste après l'événement, Paul célébrait la messe du souvenir dans la petite église du centre-ville. Les bancs étaient pleins, remplis autant de vieillards silencieux que d'enfants trop jeunes pour comprendre. Mais chacun sentait que la messe était différente, et le ton de Paul plus grave qu'à l'habitude. Il prononça les noms des sœurs, à voix basse, la gorge serrée, multipliant les signes de croix. En lui, une inquiétude nouvelle montait, comme un pressentiment difficile à chasser. Il était loin d'imaginer que cette journée, commencée dans la tristesse rituelle, marquerait le début d'un bouleversement. Paul ne savait pas encore qu'il allait bientôt être forcé d'ouvrir des portes longtemps fermées, d'affronter son passé, de remuer ses certitudes et celles de tout Colmar. À la fin de la cérémonie, Paul descend de l'autel en silence, traversant la nef comme il l'a toujours fait. Il serre des mains, reçoit des accolades, prononce des phrases réconfortantes qu'il connaît par cœur, mais son esprit est ailleurs. Chaque sourire triste, chaque « mes condoléances, mon père » ravive en lui cet accablement on tente de cacher derrière sa soutane. L'absence de sa sœur Jeanne, toujours aussi vive malgré les années, semble plus douloureuse aujourd'hui que jamais. Il se demande, secrètement, s'il n'a pas lui-même contribué à ce vide, lui qui avait tant encouragé Jeanne à rejoindre la vie religieuse, pensant lui offrir un chemin lumineux. Parfois, il a l'impression d'avoir guidé un agneau vers un destin dont lui-même ne connaissait pas le danger. Quand la dernière bougie s'est consumée et que le silence a repris ses droits, Paul s'enferme dans son petit bureau au presbytère. Les murs sont tapissés d'étagères encombrées, de livres, de bibelots offerts par les fidèles, de crucifix et de quelques photos anciennes. Il ouvre la boîte de lettres de Jeanne, des feuilles jaunies remplies d'écritures fines, et redécouvre des souvenirs qu'il croyait ensevelis sous le poids du temps. Son regard tombe sur une vieille photo d'eux deux devant la maison familiale, souriant, insouciant. Ce cliché le ramène à cette époque où tout semblait possible, avant que le monde ne devienne si compliqué. Le soir tombe sur Colmar, mais Paul ne trouve aucun réconfort dans sa routine. Il relit encore et encore certains passages des lettres, cherchant un mot, une nuance qui aurait pu lui échapper. Son esprit s'emplit de questions, et la culpabilité s'installe, plus mordante qu'à l'accoutumée. Peut-être, pense-t-il, y avait-il eu des signes, une hésitation dans la voix de Jeanne ou un regard fuyant au moment de son engagement. Il se souvient de la fête organisée pour célébrer la prise d'habit de sa sœur, des rires et des chants, et se demande cruellement aujourd'hui si cette soirée n'a pas servi de prélude à sa perte.
Alors qu'il referme la boîte, une étrange sensation l'envahit, comme si quelque chose ou quelqu'un le poussait à ne pas abandonner. Paul sent que cette année, malgré la lassitude et l'habitude, son désir de connaître la vérité est plus fort que jamais. Dans la pénombre de son bureau, il décide qu'il ne peut plus se contenter de souvenirs ou de regrets. Il faut agir, quitte à remuer un passé que beaucoup préféreraient laisser dormir. Assis à son bureau, Paul laisse ses doigts vagabonder au hasard dans la vieille boîte à souvenirs. Il sent sous sa paume la surface légèrement rugueuse d'une photo, qu'il en ressort doucement. Sur cette image en noir et blanc, on distingue clairement les quatre religieuses tout sourire devant l'abbaye de Murbach, cette bâtisse simple que le temps n'a pas épargnée. Au centre, il reconnaît sans hésitation sa sœur, Anne, dont la présence, même figée sur papier, dégage toujours une impression de douceur et de force tranquille. À ses côtés, les trois autres sœurs, Élise, Madeleine et Cécile, semblent tout aussi confiantes et heureuses, inconscientes à ce moment précis de l'ampleur du destin qui les attend. Paul demeure un instant fixé sur cette photo. Il se revoit quelques années plus tôt, plein de fierté devant l'engagement spirituel de sa sœur, persuadé d'avoir été pour elle un soutien indispensable. Mais voilà que ce soir, entre ses mains tremblantes, cette même fierté se transforme en quelque chose de plus lourd. Un pincement au cœur naît, comme si sa bienveillance avait caché un piège dont il aurait été lui-même l'artisan. Il tente de chasser ses pensées avec une prière, murmurant des mots familiers, espérant faire taire cette voix intérieure qui insinue qu'il a peut-être mené Anne droit vers sa disparition. Pour Paul, l'abbaye, autrefois simple décor, de retraite et de rassemblement paisible, prend la forme d'une frontière incertaine, là où la lumière de sa foi s'est brusquement éteinte pour laisser place à l'ombre. Il se souvient des journées où il rendait visite au groupe, du parfum du pain frais qui s'échappait de la cuisine, des chants portés par les murs de pierre, et puis, inévitablement, du matin fatidique où tout a basculé. Depuis cet instant, chaque recoin de Murbach réapparaît la nuit dans ses rêves, là où le sacré et la tragédie se confondent. Ce soir-là, les prières de Paul ne parviennent pas à apaiser ses doutes, même prononcés à voix basse. Plus il prie pour retrouver la paix, plus la conviction s'insinue. Peut-être n'a-t-il pas encore cherché au bon endroit. La souffrance d'avoir cru bien faire se mêle à l'appel douloureux de la vérité. Sa foi demeure, mais elle vacille, traversée par une question obsédante qui ne le quitte plus. La nuit n'est pas encore tout à fait tombée lorsque Paul ressent, presque comme un courant électrique, l'envie irrépressible de retourner à l'abbaye de Murbach. Cela fait si longtemps qu'il n'a pas osé y remettre les pieds, repoussant sans cesse le moment où il ferait face à ce passé resté en suspens. Pourtant, ce soir-là, malgré toutes les bonnes raisons de rester chez lui, malgré la fatigue accumulée et le poids des souvenirs, il cède à cet appel profond qui l'attire vers ce lieu. Ce n'est plus seulement une envie, mais une nécessité, comme si quelque chose ou quelqu'un lui demandait d'agir, de ne plus patienter. Il attrape ses clés et quitte le presbytère à pas feutrés, prenant soin de ne réveiller personne. Sa voiture l'attend, froide, sous la lumière orangée des lampadaires. Paul démarre le moteur et s'engage sur la route sinueuse qui relie Colmar à Murbach. Il connaît chaque virage, chaque alignement de platanes, car ce chemin, il l'a parcouru 1000 fois autrefois, le cœur léger, quand la vie avait encore un goût d'insouciance. Mais ce soir, le trajet se mêle à ses souvenirs les plus douloureux. Les affiches avec les visages des sœurs, autrefois collées un peu partout, lors des recherches, ont depuis longtemps disparu, ne laissant que leurs fantômes dans sa tête. La radio, habituellement sa compagne fidèle, reste muette. Paul n'a pas envie d'entendre autre chose que ses pensées qui défilent au rythme du moteur. À mesure qu'il avance, il se rappelle les jours, les semaines d'angoisse et de fouilles infructueuses. Il revoit les groupes de bénévoles, le désarroi sur le visage des familles, les interrogatoires de la police, les appels restés sans réponse. Tout cela refait surface, alors que les lumières de la ville s'estompent,
derrière lui. La campagne, plongée dans une obscurité tranquille, lui offre le calme nécessaire pour sentir à quel point il a besoin de réponses, même après toutes ces années. Pourtant, au fond, il craint aussi de n'y trouver qu'un silence pesant, qui viendrait refermer les blessures au lieu de les apaiser. Mais il n'abandonne pas. Malgré la peur, l'espoir têtu ne le quitte pas. À chaque kilomètre, l'idée se fait plus claire. Il doit aller au bout de cette démarche, affronter Murbach, quitte à n'y trouver qu'un bout de paix. Quand Paul arrive enfin devant, l'endroit où se dressait autrefois l'abbaye de Murbach, c'est un choc. À la place de la bâtisse familière, il ne retrouve que des jardins parfaitement entretenus, bordés de haies taillées avec soin et d'allées en gravier immaculé. Un grand portail en fer forgé, orné des initiales G. Lefebvre, bloque aujourd'hui l'accès à ce qui était jadis un lieu de recueillement. Aucune croix, aucune plaque, pas même une simple pierre ne rappelle la présence des religieuses ou des fidèles. Face à cette propriété privée, affichée bien en évidence, Paul sent une étrange sensation de vertige lui passer dans la poitrine. Les souvenirs affluent, mais tout autour de lui respire une normalité bien trop propre, presque indifférente au poids de l'histoire qu'il recouvre. Déconcerté, Paul avance d'un pas hésitant jusqu'au portail où il se tient, la gorge nouée, comme si le simple fait de regarder à travers les barreaux pouvait faire revenir le passé. Il ferme les yeux un moment et réentend les voix de sa sœur Anne, de Madeleine, de Cécile et d'Élise, les rires du groupe, les chansons qui résonnaient entre les murs de l'abbaye. Maintenant, tout cela semble balayé, dissous dans l'air, remplacé par le silence feutré d'un jardin bourgeois. Paul sort son téléphone, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait cru possible. Presque sans réfléchir, il compose le numéro de Jacques, l'ancien gardien de l'abbaye, ce vieil homme au regard doux qui connaissait chaque pierre et chaque arbre du domaine, comme sa poche. L'appel sonne longtemps avant qu'une voix fatiguée ne réponde enfin. Paul n'arrive pas à cacher l'émotion dans sa voix lorsqu'il explique la scène. « Il n'y a plus rien ici, Jacques, rien du tout. C'est comme si l'abbaye n'avait jamais existé. » Jacques soupire, puis raconte que le terrain a été vendu quelques années plus tôt à un promoteur local, Gabriel Lefebvre. Les nouveaux propriétaires ont tout rasé pour en faire un parc privé, luxueux et clos. À cette annonce, Paul ressent profondément la perte. Non seulement l'endroit a changé, mais on a effacé jusqu'au souvenir de ce qui s'est réellement eu passé. C'est comme si on avait voulu tourner la page trop vite, comme si tout leur drame pouvait se résumer désormais à une adresse chic sans histoire. Paul reste un long moment devant le portail, indécis. Il pourrait repartir, accepter que tout ait disparu sous ces fleurs bien alignées et ce gravier brillant, mais une force intérieure le pousse à tenter d'en savoir plus. Il contourne alors le jardin, empruntant une allée qui longe la propriété jusqu'à la grande maison. L'endroit, massif et élégant, avec sa façade totalement rénovée, dégage une impression glaciale. Paul rassemble son courage et frappe, à la porte prêt à discuter, même s'il sent déjà que l'accueil ne sera pas chaleureux. Après une longue minute, la porte s'ouvre à peine. Gabriel Lefebvre, un homme d'une cinquantaine d'années, se tient là, impeccable dans une chemise repassée et un regard dur derrière ses lunettes. Paul explique rapidement qui il est, parle de l'abbaye, du passé religieux du lieu, de sa sœur disparue et des souvenirs qu'il espère retrouver. Mais il a à peine commencé que Lefebvre coupe court, froid et pressé. « Je n'ai rien à voir avec vos histoires, monsieur. Ce terrain m'appartient maintenant. Je n'aime pas qu'on vienne rôder ici. Le passé appartient au passé. Il faut avancer. » Le ton ne laisse aucun doute. La conversation est terminée avant même d'avoir commencé. Paul tente de se justifier, évoque la mémoire des sœurs, le besoin de réponse, mais Lefebvre ferme la porte avec une brusquerie qui n'appelle aucune autre question. Paul reste planté là, confus, le souffle court. Plus qu'un simple manque d'intérêt, il perçoit chez Lefebvre un réel rejet, presque un malaise. Ce n'est pas juste de l'indifférence, c'est une volonté de couper tout lien avec ce qui s'est passé. Sur le chemin du retour, Paul ressasse la scène.
L'attitude de Lefebvre l'a secoué plus qu'il ne veut l'admettre. Il n'arrête pas de repenser à la réaction du propriétaire, si défensive, presque agressive. Pour Paul, il ne s'agit plus seulement d'un conflit entre un nouveau venu et l'histoire du village. Quelque chose lui dit qu'il touche là à quelque chose de plus profond, de plus trouble. Cette rencontre avortée laisse Paul encore plus déterminé et inquiet. Tous les indices semblent lui crier que le secret des sœurs ne s'est pas envolé simplement avec la démolition de l'abbaye, il reste enfoui quelque part, et certains préfèrent manifestement qu'il le demeure. Paul, perdu dans ses pensées après l'entrevue glaciale avec Gabriel Lefebvre, roule sans vraiment savoir où aller. Le ciel s'est assombri, les lumières de la ville sont loin derrière, et la route n'est plus qu'un long ruban silencieux dans la campagne, partagé entre la colère, la frustration et ce vieux sentiment d'impuissance. Il sent pourtant monter en lui une énergie étrange, comme un appel qu'il n'arrive ni à nommer ni à ignorer. Au lieu de retourner au presbytère, il bifurque instinctivement, laissant sa voiture suivre une petite route qui serpente autour de l'ancien domaine de l'abbaye. Son intuition lui crie de s'arrêter près du terrain, là où la chapelle se dressait autrefois. Mais à l'instant où il ralentit, alors même que le moteur ronronne et que l'habitacle est parfaitement silencieux, un son étrange surgit du poste radio, pourtant éteint. Tout d'abord, Paul croit rêver. Ce sont des voix, très douces, presque des murmures, entremêlés à une mélodie familière. Il reconnaît un vieux chant d'église qu'il n'a pas entendu depuis l'enfance, ce même cantique que les sœurs entonnaient lors des veillées dans l'abbaye. La musique semble flotter dans l'air, irréelle, mais terriblement précise, comme si elle venait d'un autre temps. Il ferme les yeux une seconde, le souffle coupé. Le chant s'intensifie quelques instants, puis disparaît aussi soudainement qu'il était apparu, le laissant dans le silence le plus complet. Paul ouvre la portière, la gorge nouée d'angoisse et d'émotion. Il pose le pied sur le sol, humide, le cœur battant fort, enveloppé par une impression de déjà-vu. Tout autour de lui semble chargé d'une atmosphère lourde, presque mystique, comme si les lieux eux-mêmes cherchaient à communiquer quelque chose, à réveiller une vérité enfouie trop longtemps. Il comprend alors que le hasard n'a plus sa place dans cette histoire. Quelque chose le dépasse et le guide. L'épisode étrange du chant lui laisse une certitude nouvelle qui balaie ses doutes. Il n'est pas seul, il n'avance pas à l'aveugle. Ce soir, à cet endroit précis, il sent enfin qu'il n'a pas d'autre choix que de faire face, quelles que soient les réponses cachées dans l'obscurité du passé. Porté par un mélange de crainte et d'espoir, Paul longe la clôture, sans hésiter, le cœur battant trop vite pour lui laisser le temps de réfléchir. Ses chaussures s'enfoncent dans l'herbe humide, et la nuit semble s'épaissir autour de lui, mais une force nouvelle le pousse à continuer. Il cherche du regard la moindre faille, un endroit où le passé pourrait lui faire signe. Là, juste derrière le grillage, sur ce terrain devenu interdit, il sent que s'arrêter maintenant serait renoncer à tout ce qu'il a cherché si longtemps. L'envie de tout comprendre est plus forte que sa peur de transgresser. En avançant à travers les ombres, il trébuche soudain sur une planche mal fixée. Dans un bruit mat, une partie de la clôture cède, basculant légèrement. Paul recule, paniqué par ce qu'il vient de faire, mais il voit maintenant un espace suffisant pour passer. Comme si le hasard ou autre chose lui avait ouvert le chemin. Il hésite un très court instant, puis il inspire profondément. Ce n'est pas seulement une barrière matérielle à traverser. Pour lui, c'est passer de l'autre côté de ses propres limites, de ses angoisses, de toutes ces années passées à tourner autour du sujet sans jamais oser l'affronter vraiment. Il s'engouffre alors par l'ouverture, un peu à la hâte, soucieux d'être vu, mais incapable de reculer. Sous ses pieds, la terre est molle, comme si elle avait gardé en mémoire les vies qui ont hanté cet endroit. Chaque pas le rapproche d'une vérité qu'il sent très proche sans pouvoir encore la nommer. Tout autour de lui, les bosquets parfaitement taillés du nouveau jardin contrastent nettement avec le sentiment de sacré qui persiste. Paul se sent à la fois coupable et libéré,
conscient qu'il viole la loi et les dernières volontés de ceux qui ont transformé l'abbaye en résidence privée. Pourtant, rien ne pourrait l'arrêter. Il avance par nécessité, prêt à affronter tout ce que la nuit pourrait lui révéler. Arrivé au cœur de la propriété, il s'arrête, le souffle court, la gorge sèche. Tout est calme, mais Paul sait qu'il vient de franchir une frontière invisible, autant dans le monde réel qu'au fond de lui-même. Ici, il sent que les souvenirs et les secrets n'attendent qu'une chose, qu'on vienne enfin leur redonner voix. Paul avance à pas feutrés dans le jardin, son regard balayant chaque recoin sous la lumière pâle de la lune. Les buissons, soigneusement disposés, présentent des formes exotiques qui n'ont rien à voir avec la flore locale. Cette étrangeté ne fait qu'accentuer le malaise qui monte en lui. Tout dans cette allée semble conçu pour effacer ce qui existait avant, pour recouvrir le passé d'une couche de modernité froide. Cependant, ce sentiment d'anachronisme finit par attirer son attention sur un détail insolite, presque hors de propos, dans ce décor tiré d'un magazine. Au milieu des fleurs rares, sous un magnolia imposant, Paul aperçoit une petite grille en métal, vieille et rongée par la rouille. Intrigué, il s'accroupit pour mieux l'observer. Les motifs, simples mais élégants, rappellent un style oublié, probablement vestige des premières années de l'abbaye, bien avant que tout soit rasé. En passant sa main dessus, il sent le métal froid qui s'effrite par endroits. Soudain, il perçoit quelque chose qu'il n'attendait pas du tout, venant d'en dessous, à travers l'ouverture, monte un son étouffé. Ce n'est pas un simple courant d'air, ni le raclement habituel d'un animal. Il grimpe à genoux, pose l'oreille contre les barreaux, et là il saisit nettement des bribes de chant, un écho de voix humaine, trop harmonieux pour être un hasard. Le cœur de Paul tambourine dans sa poitrine, et il reste un instant pétrifié. Puis, alors qu'il se penche encore, un bruit sec interrompt le murmure, une toux toute humaine, sourde mais indiscutable. Il se fige, glacé, osant à peine respirer. Ce qu'il imaginait n'être qu'un reste d'énergie étrange, où un souvenir auditif se transforme soudain en évidence matérielle. Quelqu'un est là, sous cette terre, où autrefois une abbaye invitait à la prière. Ses émotions se bousculent. Peur, soulagement, incompréhension et une vague d'espoir trop forte pour être ignorée. Paul comprend qu'il ne cherche plus seulement des explications ou des traces disparues. À présent, c'est une vie, peut-être plusieurs, qui se manifestent dans l'ombre, attendant qu'on leur tende la main. Au bord de la grille, il se sent traversé par une certitude étrange. Il est à la frontière même, entre révélation et sauvetage, face à un mystère devenu appel au secours. Saisi par la voix et la toux qu'il vient d'entendre sous ses pieds, François n'hésite pas une seconde. Il sort son téléphone, ses mains tremblant d'émotion et d'inquiétude, et compose le numéro de la police. Il explique d'une voix pressée ce qu'il vient de découvrir dans le jardin privé de Gabriel Lefebvre, à l'emplacement de l'ancienne abbaye de Saint-Laurent. Il insiste. Il est certain d'avoir entendu quelqu'un, ou plusieurs. Personne, coincé sous terre. Au bout du fil, la réponse est tiède. L'agent de service note sa déclaration, mais se montre presque agacé quand il avoue avoir pénétré sans autorisation sur la propriété pour faire sa découverte. Malgré son malaise, François répète que le danger est réel, suppliant qu'on envoie une patrouille au plus vite. Finalement, on lui promet l'arrivée d'une équipe dans les 20 minutes. Le cœur battant à tout rompre, François s'éloigne de la grille, jetant des regards inquiets autour de lui, redoutant que Gabriel Lefebvre surgisse ou que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Ne sachant que faire pour occuper cette attente insoutenable, il décide d'appeler Jacques, l'ancien gardien de l'abbaye. D'une voix agitée, il lui explique ce qu'il vient de vivre. Jacques, surpris, lui répond qu'en plus de 30 ans d'entretien, il n'a jamais remarqué le moindre souterrain, ni ouverture cachée dans la terre de la vieille abbaye. Pour lui, tout s'est toujours passé à la surface. Il n'y avait rien de spécial sous la chapelle. Un moment de silence s'installe, tandis que François passe en revue les souvenirs, cherchant dans le passé collectif du lieu le moindre
indice qui aurait pu passer inaperçu. Mais Jacques insiste, ces travaux-là, s'il y a vraiment eu des galeries creusées sous le sol, ont forcément été réalisés après la vente du terrain à Gabriel Lefebvre. L'idée glace François, qui sent le malaise grandir en lui. Cela voudrait dire que ces espaces souterrains sont récents et que le nouveau propriétaire a des secrets bien plus sombres que de simples rénovations. La police tarde à arriver. François se tient toujours près de la grille rouillée, ses pensées tourbillonnant entre l'angoisse et l'impatience. Plus le temps s'étire, plus il redoute de découvrir ce que cache vraiment ce sol, porteur d'une histoire bien plus noire qu'il ne l'imaginait en venant ici. Lorsque les 2 voitures de police arrivent enfin, bleues et blanches, gyrophares. Éteints mais phares allumés, la tension devient palpable. Jacques aussi est là, alerté par François, et il serre les dents, mal à l'aise devant cette agitation sur l'ancien terrain sacré. Les agents, 3 hommes et une femme en uniforme, n'essaient même pas de cacher leur scepticisme. Ils échangent des regards incrédules en écoutant les premiers mots maladroits de François. Mais la peur et la conviction dans la voix du prêtre les poussent à jeter un œil à la grille vétuste. Tous s'approchent un à un du carré de fer rouillé, à moitié caché sous les racines. Soudain, comme pour répondre à la présence de ces nouveaux témoins, la même voix se fait entendre, claire comme une prière au crépuscule. Une femme chante, sa voix monte doucement du sol, portée par un vieux cantique oublié depuis des années. Personne ne bouge. Même la forêt derrière eux semble retenir son souffle. Tous les bruits de la nuit s'effacent, remplacés par la mélodie et la stupeur générale. François sent une larme rouler sur sa joue sans qu'il sache s'il doit se réjouir ou s'effondrer. La policière, la première à briser le silence, souffle à mi-voix qu'il faut descendre là-dessous tout de suite, peu importe ce qu'on a pu négliger sur l'historique des travaux ou l'existence officielle de ce lieu. Cette réaction bouscule les autres et le chef de groupe ordonne de bloquer la zone, d'appeler des renforts et surtout de contacter Gabriel Lefebvre. Lorsque le propriétaire arrive, tout est encore plus tendu. Gabriel, furieux, tente de minimiser la scène, affirme que tout ça n'est qu'un malentendu, que l'on fait trop de cas d'un vieux chant capté sûrement par le vent ou l'humidité. Mais personne ne le croit. La voix sous la grille éprouve que quelqu'un est bien vivant là-dessous et l'urgence balaye désormais tous les doutes. Gabriel refuse néanmoins d'ouvrir les accès, répétant qu'il n'a jamais eu connaissance de souterrain ni d'emprisonnement possible sous sa maison. Son refus de collaborer ne fait que renforcer l'agitation de l'équipe sur place et le sentiment d'un drame enfoui que le village n'arrive pas à nommer. Face aux policiers qui se massent autour de la grille rouillée, Gabriel Lefebvre ne laisse rien paraître d'autre qu'une lassitude méprisante. Il hausse les épaules, soupire ostensiblement, tourne autour d'eux comme si la situation ne méritait pas sa présence. Il alterne entre dénégation totale et raillerie, ironisant sur l'excitation du village et la facilité avec laquelle on s'inquiète pour un bruit étrange dans un vieux jardin. Chaque fois qu'un agent le presse ou tente de le convaincre d'ouvrir un accès, il répond que la maison et le terrain n'ont strictement rien à cacher, que toutes les rénovations ont été faites selon les règles et que tout ce que l'on peut entendre relève, selon lui, du folklore ou de l'imagination. La façon dont il traite les policiers accentue l'irritation dans l'équipe et la gêne palpable de Jacques, planté un peu en retrait, mal à l'aise de voir ce terrain, autrefois sacré, devenu scène de tension et de secret. La tension grimpe rapidement. Les policiers multiplient les questions précises. Mais Gabriel se ferme de plus en plus, feignant parfois d'être insulté par ses doutes ou éclatant d'un rire forcé lorsqu'on insiste sur le chant entendu par tous. Pourtant, même les agents les plus sceptiques ressentent que quelque chose cloche. La voix venue du sous-sol ne laisse aucun doute et le refus borné du propriétaire ne fait que renforcer la conviction d'être au seuil d'une découverte. Grave! Après de longues minutes d'échanges stériles, le chef d'équipe annonce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire une demande de mandat judiciaire pour intervenir officiellement.
Ils préviennent Gabriel, qui hausse les épaules sans mot dire, puis s'éloigne ostensiblement vers sa maison en marmonnant des mots incompréhensibles. En attendant, le petit groupe reste à proximité du jardin, sous la lumière tremblante des torches et l'œil curieux de quelques voisins sortis tardivement. François, debout à l'écart, sent le poids des années s'ajouter à l'incertitude du moment. L'espoir d'approcher enfin la vérité l'oppresse autant qu'il le tient debout. Une petite voix intérieure murmure que tout cela pourrait détruire ce qui restait de paisible dans son existence, mais il se demande aussi que trouve-t-on vraiment quand on creuse jusqu'aux racines du passé. Le silence s'impose, la nuit s'étire, chacun suspendu à cette attente qui sent à la fois la délivrance et le danger. Chez Jacques, François essaie tant bien que mal de laisser retomber la pression. La petite maison, pleine d'ombre et de souvenirs, offre un répit fragile, loin du tumulte qui agite encore le jardin interdit. Il s'assied à la vieille table en bois, où Jacques, toujours un peu tendu, sort précautionneusement des objets réunis au fil des années, grâce à son attachement à l'ancienne abbaye de Saint-Laurent. Parmi les vieux missels, un crucifix, défraîchi et quelques photographies jaunies où l'on reconnaît des fidèles disparus depuis des années, François trouve une certaine consolation. Ces témoignages silencieux semblent contenir la mémoire d'un village et d'un lieu abîmé par le temps, mais jamais tout à fait oublié. Tout en feuilletant les souvenirs, François écoute Jacques qui commence à se confier, comme si la situation extrême le poussait enfin à parler. D'une voix basse, il évoque ses questions d'alors, au moment de la vente. Il se souvient de bruits de chantier la nuit, de l'arrivée de camions au petit matin et de discussions brèves entre des ouvriers discrets, parfois en langues étrangères. Rien de précis, rien qui n'ait franchement éveillé les soupçons à l'époque. Personne ne voulait se mêler des affaires du riche acquéreur. Et la plupart des habitants étaient surtout soulagés de tourner la page après des années de conflits sur l'avenir du site. Mais à la lumière des événements, ces petits détails banals se chargent d'un nouveau poids. Le silence s'installe entre les deux hommes, et François se rend compte à quel point chaque objet sauvé, chaque souvenir évoqué, prend aujourd'hui le sens d'une preuve, même fragile, d'un passé que certains ont tout fait pour effacer. Il est encore plongé dans cette réflexion quand la sonnerie du téléphone brise brusquement la quiétude de la pièce. Jacques décroche, hausse les sourcils, puis tend l'appareil à François. La police a le mandat. Ils vont intervenir immédiatement. François sait qu'il devrait suivre le conseil d'attendre à l'écart, mais son cœur bat trop fort. Les années passées à prier pour un signe, à demander justice, semblent déboucher sur cet instant précis. Il comprend qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce qui va être révélé maintenant ne concerne pas seulement un lieu, mais toute une mémoire, et peut-être, enfin, la vérité autour de la disparition mystérieuse survenue il y a près de 30 ans. Depuis le salon de Jacques, les deux hommes suivent l'avancée des policiers grâce à la caméra fixée sur l'un des agents. La connexion, légèrement saccadée, transmet néanmoins assez bien la tension qui règne sur place. François, debout, se penche en avant, les poings serrés sur la table. On voit les uniformes fouiller un par un les recoins de la villa et, du terrain, changer d'angle, ouvrir porte et trappe sans rien trouver d'incriminant, du moins au début. L'attente devient peu à peu insupportable, et ni Jacques ni François n'osent échanger le moindre mot. Les minutes s'étirent, pendant que l'équipe inspecte chaque pièce, chaque dépendance. Quand les policiers arrivent au vieux hangar, au fond du jardin, François retient son souffle. De l'autre côté du fil, le silence règne, tout le monde semble survolté par l'idée de passer à côté de la vérité une fois de plus. C'est alors que l'image vacille, puis se stabilise sur un détail inattendu, une dalle fissurée, presque invisible sous la poussière et des outils rouillés. Deux agents s'entraident pour la dégager, et on découvre enfin une poignée encastrée dans le béton. En soulevant la dalle, une ouverture noire et étroite se révèle, masquée à tous depuis des années. Le chef d'équipe allume sa lampe frontale et l'ombre du tunnel s'étend devant les caméras.
Un escalier de pierre, usé mais solide, descend loin sous la structure. Le cœur de François se serre. Il comprend à ce moment que tous les chemins parcourus, les années de questions sans réponse, convergent vers ce souterrain. Les policiers s'engagent prudemment. Leurs gestes ralentis, plus par la crainte que par la chaleur du lieu. À chaque pas résonne le poids de l'histoire et celui du secret. Les policiers avancent dans le tunnel, guidés uniquement par la lumière de leurs torches. La caméra capte des murs creusés à la main, l'humidité et quelques inscriptions à moitié effacées. Le groupe progresse jusqu'à déboucher sous le jardin, à l'endroit précis où s'élevait autrefois l'abbaye de Saint-Laurent. François sent sa foi et ses peurs s'entremêler. Ils ne vont plus seulement découvrir, ils vont affronter quelque chose. Une vérité tissée de mystère, de douleur et d'un espoir chez lequel tout le monde s'est accroché. Au fond du tunnel, lorsque les policiers poussent enfin la lourde porte en bois, ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils avaient pu imaginer. La petite pièce, à peine plus large qu'une cellule, baigne dans une lumière irréelle, seulement percée par la faible lueur des lampes torches. Sur les murs humides, des croix fabriquées à partir de bouts de bois, des gravures naïves de saintes et quelques paroles de prière sont encore visibles, tracées à la main. Une vieille bougie, consumée jusqu'à la base, montre que le temps ici ne s'est jamais vraiment arrêté, seulement suspendu dans la douleur et l'attente. Dans un coin, une silhouette recroquevillée tente de se protéger des intrus. Les Peptiesa, policiers, approchent doucement, rassurants, tandis que François, la gorge nouée, sent l'atmosphère changer, comme si le passé remontait à la surface d'un coup. La femme qui se redresse sous leurs regards étonnés paraît hors du temps. Le visage émacié, les cheveux longs et emmêlés, elle fixe la lumière en plissant les yeux, perdue entre la peur et la stupeur. Les premiers mots qu'elle prononce ne sont que des murmures, à peine audibles, des fragments de prière, des phrases hachées par l'effort. Peu à peu, elle se met à parler plus clairement et parvient à donner son nom, Isabelle. François comprend immédiatement. L'émotion le submerge et il recule d'un pas, bouleversé. Tous réalisent qu'ils sont face à celle que le village croyait disparue depuis 28 ans, depuis la nuit tragique où le mystère avait avalé la fin de l'histoire de l'abbaye. L'annonce du nom se propage jusqu'en surface, grâce à la radio de la police, et Jacques, resté à l'abri devant l'écran, porte une main à sa bouche, sidéré. Autour de la cachette, une agitation ébahie s'installe. Vivre isolé dans de telles conditions aurait semblé impossible, et pourtant, le miracle se produit sous leurs yeux. François, les policiers, même Jacques qui n'entend la nouvelle, que de loin, sont traversés d'une énergie mêlée d'horreur, de soulagement et d'un respect silencieux. Isabelle regarde chacun avec une intensité étrange, son histoire sur le point de tout bouleverser à nouveau dans ce coin reculé de la campagne française. Quand François pose enfin les yeux sur Isabelle, le temps paraît suspendu. Il n'y a pas besoin de mots. Le regard qu'ils échangent en dit bien plus long que n'importe quelle explication. François avance doucement, tend la main, et Isabelle, dans un effort difficile, lève la sienne pour la saisir. Entre eux, malgré tant d'années passées dans l'oubli, subsiste quelque chose d'intact, un fil invisible, tissé de souvenirs, de confiance et d'une foi partagée qui a tenu bon malgré la nuit et la peur. La pièce est silencieuse. Même les policiers retiennent leur souffle devant l'émotion du moment. Alors qu'on organise la sortie de la crypte, la rumeur court déjà dans le tunnel. Ils ont trouvé une seconde petite chambre attenante, à demi dissimulée derrière. Des pierres tombées. À l'intérieur, pas la moindre trace de vie, seulement un squelette blotti contre le mur, recouvert de lambeaux d'une robe religieuse. Les policiers avancent l'hypothèse, très vite confirmée par Isabelle, que c'est sœur Anne, l'autre religieuse disparue lors de la fermeture de l'abbaye. L'onde de tristesse qui envahit le groupe se mêle au choc de la découverte d'Isabelle. Ils comprennent que, dans cet enfer sous terre, elle n'a pas seulement lutté pour survivre, mais qu'elle a aussi perdu la seule personne qui lui témoignait un peu de chaleur humaine.
À la surface, le tumulte des véhicules de secours et le balai des policiers contrastent avec l'ambiance recueillie du tunnel. Isabelle, trop faible pour marcher, est délicatement portée sur une civière. Les gens s'écartent sur son passage, la tête basse, murmurant entre eux comme si la réalité défiait encore toute logique. François reste à ses côtés, silencieux, incapable de retrouver les mots. À la sortie du jardin, au moment où on installe Isabelle dans l'ambulance, Gabriel Lefebvre, menotté et le visage fermé, croise leurs regards, mais il ne dit rien. C'est à son tour d'affronter le poids de ses actes et d'abandonner ses certitudes. Dans les jours qui suivent, l'émotion reste vive à Saint-Laurent. Au village, aux abords de l'hôpital ou à la sortie des messes, nul ne sait vraiment s'il faut se réjouir, pleurer ou prier. La foi et la souffrance, désormais mêlées, hantent chacune des discussions, chacune des tentatives d'explication, et incitent tous à repenser ce qu'ils croyaient savoir des autres et d'eux-mêmes. À l'hôpital de Saint-Laurent, l'arrivée d'Isabelle met tout le service sur le qui-vive. Des médecins et des infirmiers s'activent autour d'elle, surpris par l'état d'épuisement extrême de la patiente. Chacun comprend vite qu'Isabelle a survécu à bien plus qu'une simple absence. Elle porte les marques de plusieurs années passées à lutter, cachée sous terre, avec pour seule compagnie la solitude et la peur. Les diagnostics s'enchaînent. Fractures anciennes mal consolidées, carences graves, traces d'infection et une fatigue immense qui laisse deviner combien elle a dû se battre pour ne pas sombrer. François, posté devant la porte de la chambre, sent revenir cette sensation qu'il connaît désormais trop bien, l'impuissance. Il voudrait faire plus, mais il n'a plus qu'à attendre, accompagné de Jacques, venu en soutien silencieux. Dans le froid couloir de l'hôpital, tout semble se figer. Les longues minutes d'attente sont hantées par l'idée que bien qu'Isabelle ait été retrouvée, tant de douleur et de silence resteront peut-être à jamais en elle. François sait qu'il lui faudra laisser le temps et l'attention faire leur œuvre, et que les blessures intérieures demanderont encore plus de soins que les blessures physiques. Lui-même se retrouve confronté à sa propre incapacité à me protéger, à anticiper et même à comprendre entièrement ce qui vient d'être révélé. Sa foi, déjà bousculée par les épreuves, vacille devant le poids des années perdues et des secrets restés sans voix. C'est à ce moment, alors, qu'il tente de prier dans le silence, que son téléphone vibre dans sa poche. Une voix familière au bout du fil, celle de la capitaine Moreau, lui explique calmement que l'arrestation de Gabriel Lefebvre vient de déclencher une nouvelle série d'investigations. La police fouille déjà dans le passé du propriétaire, croisant des vieux dossiers, des témoignages oubliés et des rumeurs qui traînaient depuis belle lurette. Peu à peu, un tableau se précise. Il apparaît que Gabriel a grandi dans un environnement marqué par un mélange complexe de frustration, de blessures familiales et d'une vision déformée de la religion. Ces rancœurs accumulées, ce sentiment d'exclusion et cette obsession auprès du sacré auraient nourri des pulsions et un comportement incapable de différencier le bien du mal. François raccroche, assommé par la nouvelle. Le village aussi devra apprendre à digérer cette vérité, un mélange d'effroi, de tristesse, mais aussi l'espoir ténu que la justice et la réparation sont enfin possibles. Quand la police passe au peigne fin la maison de Gabriel Lefebvre, elle tombe sur un vieux cahier rangé tout au fond d'un tiroir, à l'écart du reste. Ce carnet à la couverture abîmée est en réalité un journal, rempli sans interruption depuis l'adolescence. C'est en le feuilletant qu'Émilie, Moreau, la capitaine, comprend l'ampleur du drame. On y suit, presque page après page, la spirale de ressentiment qui s'était installée très tôt chez Gabriel. Les premières lignes parlent d'une mère distante, absorbée par ses propres convictions et qui, après avoir rejoint l'ordre des Sœurs de la Compassion, finit par délaisser son fils au profit de sa vocation. L'absence de tendresse maternelle, la rigidité d'une grand-mère ultra-religieuse, la solitude de l'enfant, tout s'ajoute, façonne les pensées de Gabriel et finit par canaliser sa rage sur les femmes pieuses. Le journal devient « eau »
Et fil des années, un miroir cru de l'esprit tordu qui a grandi en silence. Les souvenirs racontent l'enfance sans chaleur, la jalousie du jeune garçon quand il voyait sa mère accorder plus de temps au couvent qu'à lui-même, et la discipline stricte qui faisait de la maison un lieu d'angoisse plus que de refuge. On sent à travers ces mots comment sa haine s'est durcie. Plus loin, les pages deviennent glaciales et méthodiques. On y trouve la description précise de la façon dont Gabriel a observé les sœurs, comment il les suivait discrètement, étudiant leurs habitudes, jusqu'à trouver l'occasion idéale pour agir. Avec un soin effrayant, il relate comment il a réussi une nuit à gagner leur confiance, puis à les endormir à l'aide d'un narcotique dilué dans le thé. L'enlèvement est raconté comme une série d'étapes planifiées. Transfert dans la cave du jardin, confinement par petits groupes et effacement minutieux de toute trace. Chaque événement, même le plus horrible, est rapporté sans émotion, comme s'il couchait sur le papier une simple liste de corvées. L'indifférence, presque administrative, avec laquelle il note la souffrance des victimes, glace tous ceux qui lisent ces lignes. Ce journal, une fois entre les mains, de la police, éclaire enfin la communauté sur ce qui s'est vraiment passé. Le cauchemar prend une forme concrète. Ce n'est ni la fatalité ni la négligence, mais l'horreur organisée depuis l'ombre, exploitant les failles d'une époque où personne, jamais, n'aurait osé soupçonner un tel scénario. Fur et à mesure que les médecins publient leurs rapports et que les psychiatres rencontrent Isabelle, tout le monde découvre la profondeur de son histoire. Personne ne s'attendait à la voir sortir vivante d'un tel drame, mais c'est pourtant le cas. Isabelle, même affaiblie, impressionne rapidement médecins et enquêteurs. Sa capacité à s'exprimer malgré les traumatismes et les longs silences contraints devient un symbole inattendu de résistance. Elle raconte, parfois d'une voix posée, parfois brisée par l'émotion, les routines terribles du sous-sol. La faim permanente, l'humidité, la pénombre, la peur qui ne dort jamais tout à fait. Elle détaille la brutalité et l'humiliation, mais aussi les petites victoires du quotidien, une prière murmurée, quelques mots gravés au mur, une attention à sœur Anne jusqu'au bout. Les experts expliquent qu'une part importante de la survie d'Isabelle tient paradoxalement à l'obsession maladive de Gabriel pour elle. Il lui accordait parfois un peu plus à manger ou à boire, rarement une parole, souvent une surveillance continue. Cette attention froide et contrôlante, loin d'être une protection, était surtout l'expression d'un besoin de domination absolue. Pourtant, contre toute attente, Isabelle a transformé même cette surveillance en une raison de tenir bon. Il y avait toujours chez elle ce refus d'abandonner l'espérance, même quand tout semblait perdu. Petit à petit, le village de Saint-Laurent se retrouve face à un immense malaise collectif. En apprenant que tout ceci s'est passé à quelques mètres de leur quotidien, sur des terres connues de tous, le choc est terrible. Aux messes, dans les cafés, sur la place du marché, les conversations tournent autour du rapport entre ignorance et indifférence. Chacun se rappelle les rumeurs, les disparitions oubliées, les plaintes qu'on avait fini par balayer d'un revers de main. Des doutes émergent sur la probité de certains responsables d'alors, la sérénité coupable des administrations qui n'avaient jamais poussé les recherches assez loin, et même la possibilité que de l'argent ait pu acheter le silence. Cette remise en question secoue la commune. On ressent chez les plus anciens une volonté nouvelle de parler, d'échanger, de comprendre comment tant d'indices ont pu être négligés. Désormais, l'histoire d'Isabelle sert de miroir. Elle montre à quel point la vérité est fragile et que parfois, en fermant les yeux sur des évidences, on rend possible les pires ténèbres. Un soir, après une de ces longues journées passées à l'hôpital, François marche lentement dans les couloirs, silencieux. Fatigué par des semaines d'angoisse, il sent, pour la première fois, le poids s'alléger un peu. Au bout d'un couloir, il repère la petite chapelle de l'hôpital, éclairée seulement par quelques bougies vacillantes et la lumière d'un vitrail tamisé. Il s'y glisse comme on cherche refuge,
Une fois à l'intérieur, il se laisse tomber lourdement à genoux, enfin seul avec ses pensées. La tension accumulée, la peur de perdre à jamais Isabelle, tout cela monte d'un seul coup. Il laisse écouler des larmes silencieuses qu'il retenait depuis trop longtemps. Les mots lui manquent, alors il ne fait que murmurer un merci. Les mains serrées comme à l'enfance, reconnaissant un peu plus chaque seconde le rôle que la foi a joué dans cette traversée improbable. Même si elle a vacillé, même si la colère et le doute l'ont souvent tenu éveillé la nuit, il comprend maintenant à quel point elle l'a accompagné dans la nuit la plus noire. Lorsque plus tard, il peut enfin s'asseoir auprès d'Isabelle, une émotion étrange les relie dans un mélange d'apaisement et d'inquiétude. Ils échangent quelques mots, mais tout n'a pas besoin d'être dit. Leurs regards en disent long sur ce qu'aucune phrase ne pourra jamais exprimer entièrement. Les questions sont trop nombreuses pour une seule vie, les silences aussi. Pourtant, ce qui reste au cœur de ces retrouvailles, c'est ce sentiment rare d'avoir traversé le pire et d'en revenir debout, moins entier peut-être, mais plus vrai. Isabelle, la voix basse, confie à François que dans la solitude du sous-sol, c'est la pensée de ceux qu'elle aimait, l'espérance d'un jour revoir le soleil, qui lui a permis de tenir bon. François, lui, réalise qu'il n'a jamais cessé d'espérer, même quand tout semblait figé dans l'oubli. Ils échangent un sourire discret, fragile, mais lumineux. En quittant la chambre, François prend conscience que face à tant de douleurs et de mystères, la seule chose qui ait résisté pour de vrai, c'est l'amour et cette part d'espérance impossible à enfermer. Il ressent alors, sans pouvoir, mettre des mots précis dessus, que leur histoire ne sera jamais vraiment une histoire close. Le courage, la foi et l'inconnu laissent un écho qui, dans tout Saint-Laurent, continuera longtemps à résonner dans les cœurs.